Vous savez, l'Inde ne renoncera jamais à sa relation avec la Russie. C'est la relation la plus stable, la seule relation stable de ce genre. Et il n'y a vraiment pas d'irritants bilatéraux, vous savez, qui affectent la relation, sans parler de conflits d'intérêts. Donc cette relation va continuer. Et actuellement, en fait, à la suite du conflit en Ukraine et des forces qu'il a générées, la relation Inde-Russie est réellement entrée dans un âge d'or. Vous savez, le commerce est en plein essor dans le sens où il dépasse 60 milliards. Et j'envisage même une visite du président Poutine en Inde dans un avenir pas trop lointain, vous savez. Et les conversations entre notre Premier ministre Modi et Poutine, les contacts sont très très intenses. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies, et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être rejoint par un ancien diplomate indien et penseur réaliste, l'ambassadeur Bhadra Kumar. L'ambassadeur Bhadra Kumar a été diplomate de carrière pendant 3 décennies au sein du service extérieur indien, avec des missions de plusieurs années dans l'ex-Union soviétique, au Pakistan, en Iran, en Afghanistan et en Turquie. L'ambassadeur Bhadra Kumar écrit abondamment sur la géopolitique de l'Eurasie, de la Chine, de l'Asie de l'Ouest et sur les stratégies des États-Unis. Il tient un blog populaire appelé Indian Punchline. Il est chroniqueur à The Cradle et chroniqueur syndiqué dans le monde entier. Aujourd'hui, nous voulons discuter de l'Inde, des BRICS et de ce que l'ordre mondial multipolaire signifie pour l'Asie du Sud. Ambassadeur Bhadra Kumar, merci beaucoup d'être en ligne aujourd'hui. Bonjour Pascal, je suis vraiment privilégié d'être invité par vous. Je suis un fervent auditeur de votre podcast et c'est une plateforme intellectuellement stimulante pour nous tous. C'est très aimable de votre part de m'inviter. J'attends avec impatience notre conversation. Eh bien, merci beaucoup pour ces aimables paroles. Je suis vraiment heureux d'entendre des penseurs comme vous dire cela, car cet échange signifie beaucoup pour moi. Et vous êtes un activiste indien et un diplomate professionnel. Peut-être pouvons-nous commencer par une introduction. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les endroits où vous avez servi? Parce que vous m'avez dit que votre expertise concerne la Russie, l'Asie du Sud et l'Asie de l'Ouest, n'est-ce pas? Pouvez-vous peut-être nous donner un aperçu de vos affectations? Eh bien, vous savez, nous avons un système dans le service extérieur indien où une fois que vous êtes sélectionné par un examen national pour intégrer le cadre, vous êtes assigné à une certaine région et à une langue étrangère autre que l'anglais, puisque nous considérons l'anglais comme notre propre langue. Nous recevons ensuite une formation dans cette langue et il est supposé que l'on acquiert une certaine expertise dans ce domaine. Ainsi, dans ce cadre, j'étais assez bien classé dans ma promotion et j'ai donc demandé le russe comme premier choix et le chinois comme deuxième choix. J'ai obtenu mon premier choix, qui est le russe. J'ai servi 3 fois sur l'ancien territoire soviétique et j'ai été formé en langue russe à l'Université d'État de Moscou. Nous avons également une culture bureaucratique en Inde pour former les diplomates à être des esprits éclectiques afin que vous ne soyez pas cantonnés dans une petite niche passant le reste de votre temps là-bas, comme les diplomates russes ou chinois qui vont simplement dans leur territoire assigné, reviennent au siège, repartent et reviennent encore comme ça. Ce n'est pas comme ça que nous procédons. Nous créons des esprits éclectiques capables de s'appliquer à diverses régions, civilisations, cultures, etc. J'ai donc terminé ma formation et je suis revenu. Et puis, par chance, j'ai été coopté dans le bureau du Pakistan. Maintenant, le Pakistan, l'Iran et l'Afghanistan forment une division, un groupe dans le service extérieur ici à notre siège.
C'est bien sûr un travail très prestigieux, extrêmement exigeant, et cela peut être très frustrant. Cela façonne donc non seulement votre personnalité et votre éthique de travail, mais c'est aussi un bureau très sensible. Et vous vous habituez à travailler sous pression. Maintenant, environ 13 à 14 ans ont passé dans ma carrière dans ce domaine. Donc vous savez, je ne sais vraiment pas, par conséquent, dans quoi je suis un expert. Mes affectations ont été en Union soviétique, en Corée du Sud, au Sri Lanka, au Pakistan et en Afghanistan, comme vous l'avez mentionné. L'Ouzbékistan faisait également partie de l'Union soviétique. J'y ai été ambassadeur après la dissolution de l'Union soviétique et lorsque l'Ouzbékistan est devenu un pays indépendant. À cette époque, j'observais également le régime des talibans en Afghanistan. Ensuite, je suis allé à Islamabad, au Pakistan, puis en Allemagne, et j'ai finalement terminé en Turquie en tant qu'ambassadeur. Voilà, c'est à peu près ça. J'ai passé la plupart de mon temps, en fait, dans les régions autour de l'Inde, et je l'ai apprécié, mais je n'ai pas eu beaucoup d'exposition au monde occidental. Ce qui est très intéressant cependant, c'est que vous écrivez maintenant, presque quotidiennement, sur votre merveilleux blog, Indian Punchline, et vous faites des analyses géopolitiques, plus ou moins dans la tradition de l'école réaliste. Quelle est votre observation actuelle sur la manière dont l'Inde se développe au sein des BRICS, et comment les BRICS se développent en tant qu'approche alternative à l'ordre mondial? Vous voyez, permettez-moi de commencer en disant d'emblée que ma conviction, mon estimation, est que les BRICS sont encore en grande partie un projet en cours. Les BRICS ont été conçus avant que le monde ne perde son innocence, dans le sens avant cette situation en Ukraine, et tout cela, vous savez, à une époque plutôt innocente. Et quand Medvedev était le président de la Russie, à cette époque même, l'idée était déjà là que le système de Bretton Woods et l'évolution des institutions financières, économiques et politiques internationales comme les Nations Unies, etc., devenaient archaïques, vous savez, et qu'une mise à jour était nécessaire parce que la situation internationale avait changé et de nombreuses nouvelles forces étaient apparues dans la politique mondiale. Et à moins qu'elles ne soient reflétées, les décisions prises dans ces institutions ne seront plus pertinentes. Ainsi, cette idée qui germait dans l'esprit des Russes, des Indiens et des Chinois a réuni les trois dirigeants pour la première réunion qui a eu lieu, si je me souviens bien, en Russie. Medvedev était le président russe à cette époque. Ensuite, vous savez, le changement climatique et beaucoup d'autres questions ont émergé. Et les progrès ont été très très lents, vous savez, alors que nous traversions le rituel d'une réunion annuelle. Mais à part cela, rien de très substantiel ne s'est produit. Mais un sentiment d'urgence est soudainement apparu lorsque, vous savez, le monde a commencé à s'effondrer au cours des 2 à 3 dernières années. Et lorsque ce genre de scénario apocalyptique a commencé à apparaître, vous savez, dans l'ordre mondial et la politique internationale. Et de ce sentiment d'urgence, les BRICS se sont secoués et se sont engagés sur une voie. Maintenant, des conversations ont eu lieu pour harmoniser les points de vue. Mais vous savez, les BRICS ont fait face à un défi très redoutable, car dans les BRICS, vous ne prenez aucune décision autrement que par consensus total. Et il n'y a aucune imposition par un pays de ses vues sur la plateforme. Ce n'est pas un vote à la majorité ou quelque chose de ce genre. Donc, une culture doit d'abord être développée, parce que ces trois pays qui ont initialement formé les BRICS, c'est-à-dire l'Inde, la Russie et la Chine, entre eux, parmi eux aussi, il y avait des différences, des points de vue différents et des priorités différentes, et même certaines tensions dans les relations. Donc c'est là où ça en est. Et puis vous savez,
Le fait est que les BRICS ont donc commencé sur les chapeaux de roue lorsque la crise ukrainienne a éclaté. Et je pense que son rythme a été presque à couper le souffle au cours des 2 à 3 dernières années. Mais je ne suis pas très sûr que le dernier mot ait été dit à ce sujet. Les BRICS se sont élargis pour devenir une plateforme de 5 membres. Et maintenant, nous sommes passés à 10 membres. Et maintenant, nous avons un BRICS+. Tout cela se déroule également à un moment où le monde traverse une étape de transformation. Beaucoup de choses restent en suspens. Nous ne savons pas où cela va. Donc, pour revenir à votre question, le dilemme de l'Inde est que l'Inde a certaines lignes rouges ici, dans le sens où l'Inde ne veut pas que les BRICS soient conflictuels. L'Inde est tout à fait en faveur d'un ordre mondial multipolaire, de la démocratisation de la prise de décision dans les institutions financières et économiques internationales, et ainsi de suite. Vous parlez d'un ordre mondial multipolaire, n'est-ce pas? Un ordre mondial multipolaire signifie que l'Inde a ses propres contraintes. Nous pourrons entrer dans certains détails plus tard en ce qui concerne les relations entre l'Inde et la Chine. Donc vous voyez, tout cela signifie que l'Inde veut accélérer le processus, la transition, mais lentement. Vous savez, c'est un paradoxe. Oui, c'est un paradoxe. Par exemple, l'Inde a également observé avec consternation comment, en violant toutes les lois économiques internationales, les réserves étrangères d'un pays seraient appropriées par un groupe de pays qui ont du pouvoir sur les institutions mondiales et qui, en fait, dépensent même cet argent. Cela peut affecter l'Inde à l'avenir. Cette pensée perturbe l'esprit de beaucoup de gens. Mais en même temps, l'Inde n'a aucun problème à traiter avec le dollar. L'arme du dollar n'est pas quelque chose que l'Inde a expérimenté. Nous sommes à l'aise avec SWIFT et tout cela. Donc si vous prenez les difficultés de la Russie ou même celles de la Chine, l'Inde ne peut pas les partager dans cette mesure. Mais ce que l'Inde veut, c'est un système basé sur des valeurs où il y a une démocratisation et les nouvelles forces qui ont émergé dans l'ordre mondial doivent être accommodées et leur présence doit être légitimée. Donc vous savez, c'est ainsi que cela se passe autant que je peux voir. Mais l'Inde n'a mis aucun obstacle en chemin. Et l'Inde a suivi, autant que je peux voir, les décisions consensuelles, modérant même ses propres points de vue pour s'accommoder et trouver une place. C'est ainsi que c'est présenté. La question de quitter les BRICS en raison de divergences que la presse occidentale a spéculé que l'Inde pourrait faire est tout simplement hors de question. L'Inde ne va pas le quitter. Et l'Inde comprend parfaitement la grande importance de cette plateforme telle qu'elle fonctionne, avec tout son caractère nébuleux et incohérent de fonctionnement sans plateforme institutionnalisée. Et l'Inde estime que si elle n'existait pas, elle aurait dû être inventée aujourd'hui. Le monde en a besoin. Donc il n'y a aucun doute à ce sujet. Je suis complètement d'accord avec vous. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que les dirigeants à Washington et à Bruxelles, l'Occident collectif, voient tout à travers le prisme de l'ami ou de l'ennemi, avec nous ou contre nous. Et en ce moment, ils sont à un stade où ils ignorent simplement les BRICS. Il était très inquiétant de constater que la réunion de Kazan en Russie était principalement absente des grandes plateformes d'information en Europe et aux États-Unis. J'ai été assez surpris. Au mieux, il y avait une mention qu'une réunion avait eu lieu, mais c'était tout. En fait, c'était une réunion très importante, bien sûr, car de nombreuses décisions ayant un impact significatif sur l'avenir, comme la création d'une catégorie supplémentaire d'États partenaires, ont été prises. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites,
c'est que les BRICS ne seront pas en confrontation avec l'Occident, n'est-ce pas? Ce sera complémentaire, et l'Inde aimerait que cela reste ainsi. Donc, l'Inde essaiera également de ne pas laisser la Russie et la Chine, si leur aspiration était de l'utiliser contre l'Occident, certainement mettre un frein à cela, n'est-ce pas? Oui, absolument. Parce que, vous voyez, le point est de ne pas sous-estimer l'ampleur du terrain qui a été couvert. Déjà au cours des 2 à 3 dernières années, par exemple, un système est en train d'évoluer pour les paiements locaux dans le commerce et les transactions entre les pays membres des BRICS, et une institution de prêt des BRICS, une banque, a été créée. Ce sont des réalisations très solides. En tant qu'observateur, je discerne que l'éclat du G7 s'estompe déjà. Vous savez, le G7 est le seul shérif en ville, et c'est plus le cas. Donc maintenant, à partir de ce point, il ne peut être que progressivement reflété que cette plateforme, les BRICS, représente en fait une bien meilleure partie du monde en termes de PIB, de leurs économies, de base de population, de taux de croissance, etc. Donc c'est extrêmement important pour l'Inde, selon mon évaluation. Je le pense aussi. J'ai cependant une question. Comment l'Inde et la Chine parviennent-elles à utiliser cette plateforme? Parce que, d'une part, il y a maintenant ce lien entre les deux, et elles ont décidé qu'elles voulaient travailler ensemble avec les Russes, les Brésiliens, l'Afrique du Sud et tout le monde. En même temps, il y a encore des différends frontaliers. C'est une manière très créative je veux dire, l'Inde et la Chine ont des manières très créatives de gérer les conflits et de s'assurer que les conflits restent en dessous du seuil de violence ouverte, n'est-ce pas? Le BRICS aide-t-il dans ce processus? Les BRICS peuvent aider indirectement dans le sens où, lorsque vous avez des différends avec un autre pays, travailler avec lui sur des questions qui ne font pas partie de ces différends, mais où un terrain d'entente est possible, change l'alchimie de votre relation autrement difficile. Ce n'est pas toujours perceptible, vous savez, même dans le passé, la question frontalière, par exemple, n'est rien de nouveau. Mais nous savons très bien qu'au sommet de Copenhague, par exemple, l'Inde et la Chine se sont réunis sur le changement climatique, et cela a complètement déstabilisé les pays industriels. Et en fait, lors d'une réunion à huis clos avait lieu entre les premiers ministres de l'Inde et de la Chine pour élaborer une formule. Ils travaillaient si étroitement qu'un garde de sécurité a arrêté Obama. Et Obama, le président, est simplement entré pour interrompre cette réunion et y participer. Maintenant, vous voyez, de telles choses se sont également produites dans le passé. Donc cet incident malheureux dans l'Himalaya, cette escarmouche frontalière qui a eu lieu, était différente. C'était très différent. C'était très traumatisant pour l'Inde parce que dans une frontière largement pacifique, du sang avait été versé. Et cela, vous savez, crée une situation impossible pour avancer dans la relation. Donc l'Inde a juste quitté les sentiers, vous savez. Mais maintenant que le désengagement des forces a eu lieu, suivi de nouvelles négociations pour lesquelles les deux parties se préparent, j'envisage une ouverture progressive. Une ouverture en termes de début de communication stratégique. Et dans ce processus, le BRICS peut certainement aider. Le BRICS donnera un élan à ce processus. Mais nous devions d'abord arriver à ce point pour utiliser des plateformes comme le BRICS. Et ça n'était pas disponible au cours des 2 à 3 dernières années. C'est fantastique qu'il y ait une base pour cela. Même là, permettez-moi de préciser ceci. Nous n'avons pas mis d'obstacles dans les BRICS. Même si nous avons eu des problèmes parce que la Chine a mentionné quelque chose,
nous ne devons pas le voir de manière négative. Ce genre de mentalité de somme nulle n'a jamais existé. Mais une atmosphère de travail manquait dans la relation, et cela s'est reflété ailleurs dans les forums multilatéraux, les forums internationaux. Mais avec ce genre de pensée, vous savez, cela est visible depuis le 21 du mois dernier seulement. Si ce processus se poursuit et prend de l'ampleur, ces négociations et dialogues, alors naturellement d'autres choses s'ouvriront. Maintenant, sachez que les intérêts communs se répandent également avec la relation bilatérale dans le sens où même pendant la période sombre que nous avons traversée, la période de 2 à 3 ans, le commerce entre l'Inde et la Chine était en plein essor. Et pour l'industrie manufacturière de l'Inde qui s'approvisionne en Chine, il est crucial d'être compétitif. Vous savez, parce que la Chine est à côté, les prix de la Chine, la qualité des produits chinois et la logistique pour acheminer les choses, tout cela est pris en compte. Et le gouvernement indien n'a jamais empêché la grande industrie en Inde de s'approvisionner en Chine, que ce soit en termes de grues lourdes ou de machines pour creuser des tunnels à travers les montagnes pour développer des routes et des choses comme ça. La Chine a une expertise énorme dans ce domaine. Relativement parlant, l'équipement que nous aurions autrement acheté aux pays occidentaux aurait été d'un coût prohibitif. Et le budget aurait tout simplement explosé, vous savez. Donc les entreprises privées qui sont dans le secteur s'intéressent à s'approvisionner en Chine et elles sont conscientes de son potentiel. En fait, une force convaincante qui agit dans le système indien, du moins je peux le dire, est la prise de conscience que c'est une relation qui peut contribuer au développement global de l'Inde. Et cette prise de conscience existe dans les milieux d'affaires forward. Et les milieux d'affaires sont invariablement très influents auprès des dirigeants politiques. Et j'ai le sentiment que même au niveau actuel, même au niveau des dirigeants, cette prise de conscience est présente. Donc je suis prudemment optimiste. Je partage ce sentiment, car cela offre plus d'opportunités d'échange. Mais en même temps, nous voyons comment les États-Unis essaient également, bien sûr, d'avoir une bonne relation avec l'Inde autant que possible, et de construire ce qu'ils appellent maintenant le minilatéralisme, n'est-ce pas? L'Inde fait partie du Quad, n'est-ce pas? Et les États-Unis, et surtout les analystes américains, interprètent souvent cela comme une alliance avec l'Inde. Et vous savez, être plus fort ensemble contre la Chine. Donc bien que l'Inde dise clairement qu'elle ne veut pas de ce conflit, de cette relation antagoniste, certaines personnes qui travaillent avec l'Inde s'interprètent comme étant dans une relation antagoniste avec la Chine. Comment comprenez-vous cela? De plus, le travail avec le Quad est la stratégie indo-pacifique des Américains. Vous voyez, ce n'est pas vraiment très difficile pour l'Inde parce que, vous savez, le pivot de la politique étrangère de l'Inde est son autonomie stratégique. Et ce n'est pas quelque chose que l'Inde a inventé, c'est quelque chose qui est dérivé de notre lutte anticoloniale, vous savez, avant l'indépendance, la lutte pour la liberté, comme nous l'appelons. Donc vous voyez, cela s'est avéré très utile et nécessaire pour l'Inde. Et cette autonomie stratégique implique vraiment que nous ne serons l'allié littéral d'aucun pays, probablement pas des États-Unis, mais même de la Russie ou d'un autre pays. Et nous réserverons notre capacité de jugement indépendant, de poursuite indépendante, de politiques étrangères indépendantes, car le cœur est en termes de sauvegarde de nos intérêts. Par conséquent, l'autonomie stratégique est très importante. Les Américains qui prétendent qu'il s'agit d'un système d'alliance, je pense, s'engagent parfois dans une rhétorique pompeuse. Je pense que les personnes bien informées et celles qui comptent dans le système américain savent non seulement que ce n'est pas une alliance,
mais elle se réconcilie également avec la réalité que l'Inde ne pourra jamais être un allié, comme la France l'a réalisé bien plus tôt. Elle ne pourra jamais être un allié de cette manière. Elle peut donc être un partenaire, et cela peut être une relation très conséquente pour les intérêts occidentaux et pour les intérêts indiens. Mais une mentalité de bloc n'est pas quelque chose que l'on peut attendre de l'Inde. Maintenant, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. De plus, en termes de jargon, l'autonomie stratégique est clairement un concept très positif actuellement utilisé par de nombreux diplomates et décideurs politiques. Comment différenciez-vous l'autonomie stratégique du non-alignement, de la neutralité? Peut-être devrais-je renommer ma chaîne en études sur l'autonomie stratégique. Ils vont ensemble, d'une certaine manière, mais ce n'est pas la même chose. Quel est votre avis là-dessus? Vous savez, notre ministre des Affaires étrangères actuel, qui était auparavant un diplomate professionnel, a présenté et projeté un concept très frappant, et cela exprime probablement le mieux ce qui se passe. Il a dit que ce n'est pas non aligné. L'autonomie stratégique ne peut pas être considérée en termes de non-alignement. Ce qui se passe, c'est en fait un multi-alignement. Vous savez, il y a une différence. Vous pourriez penser qu'un engagement constructif est nécessaire pour l'Inde, parce que depuis les années 1990, depuis la fin de la guerre froide, l'Inde diversifie ses intérêts. Le marché a pénétré les politiques économiques indiennes de manière significative. Dans la mesure du possible, l'Inde avait commencé à se mondialiser et à créer un environnement extérieur propice à la croissance et facilitant le développement. Car vous n'êtes probablement pas conscient des dimensions stupéfiantes du problème du chômage en Inde. Nous avons parcouru beaucoup de chemins pour éradiquer la pauvreté extrême, telle qu'elle existait lorsque les Britanniques ont quitté l'Inde. Mais le chômage est un très gros problème, car ces universités produisent des dizaines de millions de jeunes sur le marché, dans le système, et ils doivent trouver un emploi. Sinon, une situation socialement explosive se crée qui peut même saper les fondations du système démocratique de l'Inde. Cela peut arriver. Donc cela ne se produit pas et nous en sommes loin. Mais je dis que c'est le spectre qui hante les décideurs indiens. Par conséquent, l'accent est tellement mis sur cet aspect. À cette fin, nous avons besoin de technologie, de capital et de marché. Si vous prenez les États-Unis, par exemple, les musulmans sont le grand histoire en l'Inde avec la Chine. Et la différence qualitative avec les États-Unis est que nous avons en fait une balance commerciale qui est en notre faveur. Contrairement à la Chine, nous n'exportons presque rien vers la Chine. Mais dans le cas des États-Unis, l'industrie d'exportation indienne gagne beaucoup d'argent. Et puis il y a aussi d'autres aspects, vous savez, des centaines de milliers d'Indiens, d'étudiants, ils vont année après année aux États-Unis pour étudier. Et il y a une communauté indienne là-bas qui prospère, qui est vraiment de haute qualité en termes de formation éducative, etc. Et vous pouvez voir leur présence maintenant dans tous les domaines de la vie en Amérique. Et puis, comme la relation s'est réchauffée dans l'ère post-guerre froide, il y a une plus grande volonté et disponibilité de la part des États-Unis à transférer la technologie vers l'Inde. Et nous ne sommes toujours pas satisfaits du rythme du transfert, mais c'est une autre histoire. Nous aurions aimé avoir des volumes de transfert de technologie beaucoup plus fluides et beaucoup plus importants, des technologies de pointe vers l'Inde. Et maintenant, nous commençons même à discuter de la manière de collaborer sur l'intelligence artificielle. Donc, nous entrons dans ces types de domaines de pointe.
vous savez. Ce ne sont pas des choses que nous pouvons obtenir d'autres pays. Je ne pense pas que ce niveau de technologie soit quelque chose que la Russie soit proche d'atteindre, vous savez. Donc, c'est une technologie que nous devons développer nous-mêmes. Je veux dire, c'est une technologie qui n'est disponible qu'aux États-Unis. Donc, vous pouvez imaginer que cela pourrait être. Et puis, si vous le regardez du prisme américain, il y a un consensus bipartite. Quelle que soit leur motivation pour cultiver l'Inde et garder l'Inde comme un partenaire très proche, il y a un consensus bipartite. Et donc, vous savez, l'Inde est probablement l'un des rares pays qui n'est pas du tout perturbé par le fait que Trump ait remporté cette élection. Vous savez, la transition de Biden à Trump serait aussi douce que du velours. Donc, nous n'avons aucun problème. Donc, je ne sais pas combien de pays sont dans une position comme celle-là pour offrir quelque chose à l'Inde. Et en fait, sans cette relation, je doute vraiment que la croissance et le développement de l'Inde au rythme actuel soient même durables, vous savez, sur une période de temps. Êtes-vous inquiet? Parce que je vois que l'Inde a une position très très forte en fait, parce qu'elle est multi-alignée, parce qu'elle a des amis partout. Mais le danger est qu'il pourrait commencer à utiliser ses connexions pour faire pression sur l'Inde, sur la partie autonomie stratégique. Dans le sens où il commence à dire « D'accord, c'est la conditionnalité, vous savez. D'accord, vous avez accès à ce type de technologie de l'information, mais seulement si vous arrêtez d'acheter du pétrole à la Russie, etc. » Comment l'Inde peut-elle naviguer ces demandes qui pourraient venir non seulement des États-Unis, mais aussi des membres des BRICS, pour dire que l'Inde doit évoluer d'une certaine manière avec nous, au lieu de céder aux demandes venant des États-Unis ou de l'Union européenne. Parce que ces deux acteurs, les Européens et les Américains, exploitent encore leur domination structurelle à travers l'infrastructure mondiale existante qu'ils possèdent. Vous avez mentionné par exemple l'orange. Maintenant, laissez-moi expliquer ce qui s'est vraiment passé en raison de la relation étroite avec la Russie. Pouvez-vous vous rapprocher un peu de la caméra? Le microphone devient faible lorsque vous vous éloignez trop. Si vous regardez de près, ce qui s'est passé, c'est que le monde occidental a rompu la coopération énergétique avec la Russie, en particulier l'Allemagne, qui remontait en fait à l'ère soviétique, comme vous le savez, avec les gazoducs et les oléoducs, etc. Maintenant, cela a ouvert une opportunité pour l'Inde, parce que, pour la Russie, il est devenu nécessaire de chercher des marchés alternatifs. Ils ont priorisé l'Asie comme marché alternatif. L'Inde est une économie en plein essor et un énorme importateur de pétrole, donc il est facilement disponible sur le continent asiatique lui-même. Les Russes ont également manifesté beaucoup d'intérêt parce qu'auparavant, ils étaient dans une position très confortable en transférant simplement vers l'Europe voisine et en tirant de bons profits, et ils ne poursuivaient pas vraiment les opportunités du marché indien. Maintenant, cela s'est ouvert. Ce n'est pas quelque chose que nous avons créé. C'est un fait sur le terrain qu'apparu à la suite des tensions entre l'Occident et la Russie. Et la Russie était également obligée de le vendre à un prix compétitif, le produit. Et c'est du bon sens si quelqu'un vous propose un produit à un prix aussi compétitif, avec une remise et un potentiel illimité en termes de volume pour répondre aux besoins de l'économie, ce qui maintiendra le moteur en marche ici, qui dira non. Donc c'est l'autonomie stratégique, en fait, en pleine démonstration. Je vous ai dit qu'en termes de nos intérêts, c'est l'autonomie stratégique, et l'Inde n'aurait pas permis à quiconque de l'arrêter, à moins qu'il n'offre des conditions similaires d'énergie à l'Inde. Et puis il y a un rebondissement dans l'histoire. De plus, après cela, ce qui s'est passé, c'est que ce pétrole que nous avons pris de la Russie,
signifiait que l'Inde a quitté le marché mondial du pétrole. Sinon, vous pouvez imaginer l'effet en spirale de cela sur le marché mondial en termes de prix du pétrole. Ainsi, le monde occidental a dû se tourner vers des sources alternatives. Et ces sources alternatives sont devenues abordables, pas aussi chères qu'elles l'auraient été si l'Inde les achetait aussi. Nous achetions beaucoup dans la région du Golfe, mais avec l'arrivée du pétrole russe, la Russie est désormais de loin le principal fournisseur de pétrole pour nous. Cela signifie que l'Inde ne prélève pas autant de pétrole sur le marché mondial, ce qui aide à maintenir un prix suffisamment stable pour les pays occidentaux également. C'est un aspect de la situation. Les Américains s'en sont rendus compte presque dès le premier jour. Alors, la rhétorique mise à part, la rhétorique selon laquelle l'Inde est comme les États-Unis, la présidente de la Commission, vous savez, elle a une personnalité très agressive. Donc elle a dit, vous savez que vous vous retrouveriez dans un trou de renard, que vous subiriez des dommages réputationnels et tout ça. Tout cela s'est avéré être insensé parce que les Américains n'ont pas vraiment mis la pression sur l'Inde après un certain temps lorsqu'ils ont réalisé comment les forces du marché fonctionnaient. Et en fait, on peut soutenir que l'Inde rendait service à l'Occident, premièrement. Deuxièmement, le pétrole qui a été importé de là-bas, nous y avons ajouté de la valeur en le transformant en produits pétroliers et en les vendant directement à l'Europe. Les produits pétroliers signifient que vous obtenez une marge bénéficiaire significative par rapport au brut. C'est une valeur ajoutée et le prix augmente. Donc, l'Inde a fait de bons profits. Les économies d'Europe occidentale, qui importaient les produits pétroliers de Russie, en avaient besoin et il n'y avait pas beaucoup d'endroits où elles pouvaient acheter. Donc l'Inde leur a également vendu. Et personne n'était plus avisé parce que le fait est que, une fois que le pétrole est expédié en Inde, il arrive en Inde et d'autres parties du monde viennent également en Inde. Ils se mélangent tous, donc personne ne peut dire que ce produit pétrolier provient du pétrole russe, mais il provenait en grande partie du pétrole russe. Vous voyez, c'est une histoire compliquée, et quand on la simplifie, la subtilité est perdue. C'est pourquoi je pense franchement que le monde occidental n'était pas en position d'imposer des sanctions ou de punir l'Inde à ce sujet. Les Américains ne l'ont pas fait, vous savez. Et nous achetions aussi aux États-Unis, vous savez. Maintenant, le point est que, au début, lorsque les sanctions étaient imposées à la Russie comme ça, vous savez, des milliers et des milliers de sanctions ont été imposées comme ça, ils ont testé le terrain. Les Américains ont également testé le terrain et ont constaté que l'Inde ne peut pas être poussée. Maintenant, elle se retranchera si elle est poussée au-delà d'un certain point, car c'est une relation éprouvée. Il y a une très grande relation militaire. Environ 60% des armes utilisées par l'armée indienne sont d'origine russe. C'est irréaliste, vous savez, avec un pays comme l'Inde ayant de tels problèmes frontaliers et ainsi de suite sur deux fronts, le Pakistan et la Chine. C'est irréaliste de pousser parce que, vous savez, la politique est l'art du possible. Et si vous ne gardez pas cela à l'esprit, si vous continuez simplement à pousser, vous n'obtiendrez rien et vous gâcherez la relation. C'est vrai, c'est absolument vrai. Et vous avez beaucoup apaisé mon esprit avec cette explication sur le pétrole. Ce sont de très bons points. Je me souviens aussi comment votre voisin, le Pakistan, en 2022, essayait de rester neutre, de ne pas prendre parti. Imran Khan a officiellement déclaré « Nous n'allons pas prendre parti dans ce conflit ». Et puis, il a été accusé par un sous-secrétaire d'État de neutralité agressive. Bien sûr, seulement quelques mois plus tard, M. Khan a été démis de ses fonctions
par des responsables militaires pakistanais, n'est-ce pas? Il est largement supposé, où nous avons des enregistrements, que les États-Unis ont donné leur approbation aux personnes qui l'ont destitué pour le faire effectivement. Maintenant, le Pakistan a également une histoire de destitution de Premier ministre et d'intervention militaire de temps en temps. Et l'Inde, bien sûr, est dans une position différente. Mais y a-t-il une inquiétude que l'Inde puisse subir des répercussions pour ne pas s'aligner suffisamment avec l'Occident? La comparaison, l'analogie avec le Pakistan ne tient pas pour l'Inde parce que le point est, vous savez, nous avons un système politique très stable et saper ce système est très difficile. L'Inde est presque un continent et vous pouvez imaginer essayer de déclencher une révolution comme au Pakistan, une révolution de couleur soutenue par l'armée qui a entraîné un changement de régime là-bas. Cela n'est pas possible en Inde. Vous devez vous rappeler que, vous savez, si vous examinez le système indien, nos gouvernements d'État jouissent de beaucoup d'autonomie et certains d'entre eux sont très obstinés et très durs lorsqu'ils sont dirigés par les partis d'opposition. Ils ne peuvent donc pas être bousculés et vous ne pouvez pas micro-gérer un pays comme ça. Vous savez, un pays avec une telle diversité comme l'Inde. C'est le premier point. Deuxièmement, la question est de savoir qui en profite. Parce que l'Inde est une proposition attrayante en tant que pays partenaire. Par exemple, prenons l'exemple de l'Allemagne. Elle fait face à une désindustrialisation et cherche de nouveaux partenariats. Les Américains l'ont empêché d'avoir une relation avec la Russie. La Russie aurait été un partenaire naturel pour l'Allemagne. Et ils s'attendent également à ce que l'Allemagne réduise sa relation avec la Chine. En réalité, il n'y a rien au-delà de cela qui a rapproché les chanceliers de l'Inde. Oui, il y a 3 semaines, notre Premier ministre a annoncé qu'il se rendrait la semaine prochaine à Stuttgart pour y tenir une session d'affaires. Vous savez, ce que je veux dire, c'est qu'il est logique de ne pas détruire quelque chose de très productif, car ce serait se tirer une balle dans le pied. Deuxièmement, le point est que c'est un marché en croissance, un marché en forte croissance. Combien de marchés y a-t-il? C'est en fait le dernier grand marché inexploré dans le monde, parce que le marché indien a été un marché protégé. Et nous avons, vous savez, très timidement, très progressivement, ouvert notre marché. Il reste encore un long chemin à parcourir. Donc aucun pays ne voudra se priver des opportunités commerciales dans un marché comme celui-ci, dans la situation actuelle où, vous savez, le protectionnisme est un phénomène partout dans le monde. Donc, vous savez, quand vous prenez tout cela en compte, une autre chose est, comme je vous l'ai dit à propos des BRICS qui ne sont pas conflictuels, en fait, c'est l'ADN indien, vous savez, dans le sens où nous ne sommes pas conflictuels et nous n'avons pas pris parti pour la Russie ou l'Ukraine. Et nous ne sommes pas conflictuels, et nous ne sommes pas montés sur les toits pour commencer à devenir très rhétoriques à propos de l'intervention américaine en Ukraine. Parce que ce qui se passe, c'est que les Américains sont également entrés dans une guerre par procuration. Et pourquoi avez-vous fait cette expansion de l'OTAN? Nous ne posons pas non plus ces questions inconfortables. Nous comprenons tout ce qui se passe. Ce sont les réalités de la vie internationale et nous avons continué avec nos propres vies. Alors vous savez, quand un pays agit ainsi, où est la marge, en fait, pour le mettre sous pression? Mettre sous pression signifie quoi? Ils perdront eux-mêmes quelque chose à cause de cela, de cette relation. Et c'est la formulation des États-Unis, la formulation du président Biden, que l'Inde est l'une des relations les plus importantes du XXIe siècle. Je remets en question, entre guillemets, je dis l'expression.
Donc quand c'est si profondément significatif, la relation ne va pas se concrétiser. Et l'Inde est assez intelligente pour comprendre ces choses. Et de toute façon, nous avons une direction très nationaliste. Et je ne pense pas qu'ils vont, en tout cas, abandonner leurs intérêts légitimes ou permettre à l'Inde de jouer un rôle subalterne pour une quelconque puissance étrangère. Donc je pense que l'analogie pakistanaise ne tient pas pour l'Inde, si je puis le dire ainsi. Cela a beaucoup de sens. Également comment l'Inde est capable de jouer ce rôle en ce moment, car il y a des raisons structurelles qui permettent à l'Inde d'être dans cette position d'autonomie stratégique. Et peut-être, comme question de suivi, où voyez-vous le développement de la relation avec la Russie, puisque vous avez étudié cela pendant longtemps? Vous avez récemment écrit un article sur la Russie, l'Inde et la fin de la Pax Americana. Parce que vous dites qu'ils sont tous deux des précurseurs, pouvez-vous peut-être expliquer un peu cette notion? Vous savez, l'Inde ne renoncera jamais à sa relation avec la Russie. C'est la relation la plus stable, la seule relation stable de ce genre. Et il n'y a vraiment pas d'irritants bilatéraux, vous savez, qui affectent la relation, sans parler de conflits d'intérêts. Donc cette relation va continuer, et actuellement, en fait, à la suite du conflit en Ukraine et des forces qu'il a générées, la relation Inde-Russie est réellement entrée dans un âge d'or. Vous savez, le commerce est en plein essor, dans le sens où il dépasse 60 milliards. Et j'envisage même en fait une visite du président Poutine en Inde, dans un avenir pas trop lointain, vous savez. Les conversations entre notre Premier ministre Modi et Poutine, les contacts sont très intenses. Et il y a une très bonne compréhension des préoccupations russes dans l'esprit indien. Et il y a une très bonne compréhension de la manière de gérer l'Inde de la part de la Russie également. La Russie n'a jamais exercé de pression sur l'Inde, ni formulé de demande, comme dire « vous ne pouvez pas acheter ceci de ce pays » ou « vous ne pouvez pas faire cela avec les États-Unis ». Ils ne nous ont jamais dit cela. Donc, grâce au partenariat qui s'est développé au cours des 5 ou 6 dernières décennies, il n'y a eu aucun problème dans la relation. Je pense que ça va continuer. C'est pourquoi, dans les médias occidentaux, il y a beaucoup de spéculations sur ce grand bond dans la relation Chine-Russie. C'est à un niveau que leur histoire n'a jamais connu auparavant. Maintenant, le bon sens est comme ça. Je veux dire, il semblerait logique que lorsque l'Inde a un problème avec la Chine, et que la Chine a une amitié étroite avec la Russie, l'Inde devrait être prudente quant à sa relation avec la Russie. Non, c'est pas vraiment le cas, ce qui se passe. Vous savez, parce que l'Inde est extrêmement à l'aise avec ce fait, que la Russie ne nuira jamais aux intérêts indiens. Donc vous savez, c'est le genre de matrice de compréhension qui existe entre les deux pays. Et le reste, c'est que la relation originale de l'Inde avec l'Amérique est quelque chose avec laquelle la Russie peut apprendre à vivre. Et ils savent que ça ne se fera pas au détriment de la relation de l'Inde avec la Russie. C'est en fait une position très avantageuse. Et en même temps, l'Inde est également très bien accueillie au Japon et en Corée du Sud. Et je pense qu'avec l'ASEAN aussi, l'Inde n'a que des relations bénéfiques. C'est une sorte de position en ce moment. Oui, je dois en fait ajouter une mise en garde ici. De mon point de vue, la politique étrangère indienne doit se diversifier davantage. Par exemple, vous avez mentionné l'ASEAN. Je suis très mécontent que l'Inde ne prête pas suffisamment attention à l'ASEAN. C'est une région en pleine croissance, avec une grande civilisation et une affinité entre cette région et l'Inde. Même nos épopées sont une littérature populaire là-bas. Vous avez vécu dans cette partie de l'Asie. N'est-ce pas, vous y avez vécu, non?
Je n'ai jamais vécu dans un pays de l'ASEAN, mais j'ai voyagé dans beaucoup d'entre eux. Donc vous savez, les traces du lien civilisationnel existent encore là-bas. Par conséquent, l'Inde a beaucoup de potentiel à développer là-bas. J'étais heureux que notre ministre des Affaires étrangères ait entrepris récemment une tournée sérieuse de la région. Espérons que cela se concrétise. Le Moyen-Orient reçoit beaucoup d'attention dans la politique étrangère indienne, et cela ne devrait pas être une question centrée sur les États-Unis. En termes simples, permettez-moi de dire qu'il n'est pas utile de mettre tous les œufs dans le panier américain. Nous devons également avoir notre propre politique. De plus en plus de pays font de même et suivent également l'exemple de l'Inde. Regardez l'Arabie saoudite par exemple. Les Émirats arabes unis sont des alliés très forts des États-Unis, mais maintenant, ils se sont rapprochés des BRICS. Pensez-vous que ces États apprennent d'autres États des BRICS, y compris l'Inde? Comment être plus multi-aligné? Oui, en fait, c'est pourquoi j'ai dit que l'une des formulations les plus créatives des décideurs a été ce concept de multi-alignement du ministre des Affaires étrangères. Et je pense que cela va devenir une idée intéressante pour de plus en plus de pays au fil du temps. Maintenant, cela se déroule dans des directions très différentes. Un membre de l'OTAN, comme la Turquie, demandant l'adhésion aux BRICS, montre que ce n'est pas seulement un phénomène du Sud global. Vous savez que nous voulons toutes sortes de relations. Ne soyez pas surpris si vous savez Viktor Orban, vous savez la Hongrie, cherche à devenir membre des BRICS. Vous savez, ça peut très bien arriver. Et lors de la dernière réunion au sommet de BRICS à Kazan, les responsables russes, dans leurs interactions avec les médias, ont déclaré, je pense que c'était Peskov, le porte-parole du Kremlin, que les BRICS sont ouverts même aux pays occidentaux. Cet alignement multiple est en fait le flambeau de l'avenir pour de plus en plus de pays à mesure que nous avançons. Vous êtes alignés avec beaucoup d'autres pays, et je pense que cela aura également, indirectement, une influence apaisante à l'échelle mondiale. Dans le sens où, lorsque vous êtes multi-alignés de cette manière, et que vous ne prenez pas parti, ce à quoi vous arrivez finalement, c'est que vous aimeriez voir l'harmonie entre tous, parce que c'est dans votre propre intérêt. Vous savez, ma définition préférée d'un acteur neutre dans les relations internationales vient de Thucydide, qui a dit « ami de tous et ennemi de personne ». Ou était-ce Aristote qui a dit cela? Aristote a dit cela. J'ai écrit récemment, je lisais les vieux classiques, vous savez, alors je suis tombé sur cela. Et Aristote a dit que celui qui est ami avec tout le monde n'est ami avec personne. Non, 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 non. Thucydide a dit ami de tous et ennemi de personne. Donc ami de tout le monde et ennemi de personne. Non, c'est une pensée noble. Et c'est Thucydide. Et en même temps, en Inde d'ailleurs, nous avons Kautilya, qui a également écrit sur les types de motivation pour rester multi-aligné ou neutre. Donc en un sens, l'Inde est un cas très classique d'un pays hautement stratégique, avec des penseurs hautement stratégiques, se dirigeant vers le multi-alignement. Mais peut-être juste parce que vous étiez là dans les années 1980 et que vous avez vu ce développement de la politique étrangère indienne, l'Inde était aussi un champion du mouvement des non-alignés, n'est-ce pas? Alors comment vous expliquez-vous que l'Inde ait fait cette transition du non-alignement à la multi-alignement et l'ait fait si naturellement? Voyez, l'Inde était le fondateur du mouvement des non-alignés. Mais ensuite, vous savez, c'est pourquoi j'ai dit cela à propos des BRICS, je garde les yeux et les oreilles ouverts. Parce que maintenant que nous sommes arrivés à cette phase de BRICS+,
la manière dont la prise de décision et la progression vont se dérouler est quelque chose qui est en cours. Je vous l'ai dit au début, cela est en partie dû à l'expérience disparate que nous avons eue concernant le mouvement des non-alignés. Le mouvement des non-alignés était encore une fois comme la noble pensée que vous avez prédite. C'était un reflet de cela, et c'était le mouvement des non-alignés. La quintessence du mouvement des non-alignés était ce que vous avez reflété. Mais ensuite, regardez et voyez ce qui s'est passé quand cela a été trouvé attrayant comme proposition. Beaucoup de pays ont voulu immigrer. Et c'est devenu vraiment le plus grand chapiteau de l'ordre mondial, vous savez, le mouvement des non-alignés. Mais ensuite, le point est qu'il a également besoin d'une certaine culture. Ce qui s'est passé progressivement, c'est que, vous savez, les tendances de la guerre froide se sont infiltrées dans ce chapiteau. Dans le sens où, vous savez, c'était à prévoir avec de nombreux messieurs comme Fidel Castro en tant que membre du mouvement des non-alignés. Donc, vous savez, cela a ensuite pris progressivement une perspective non occidentale, anti-occidentale, avec une rhétorique hostile, anti-occidentale. L'Inde s'est sentie franchement très mal à l'aise avec cela. Donc cela s'est produit, je peux dire quelque part, autour des années 1970 ou quelque chose comme ça. Puis les premiers symptômes de sevrage ont commencé à apparaître. L'Inde a continué à être membre du mouvement des non-alignés, mais elle est devenue un observateur passif, des choses comme ça, car ce n'est pas ce qu'elle était censée être dans le schéma indien des choses. Et pour, vous savez, opposer l'un à l'autre ou quelque chose comme ça. Donc, vous savez, le multi-alignement est en fait, comme l'a conçu un ministre des Affaires étrangères. Vous savez, il est également chargé de le mentionner à un diplomate de carrière avec une mémoire historique. C'est une adaptation des impulsions positives du mouvement des non-alignés avant le détournement et son application aux nouvelles circonstances de la situation internationale. C'est une amélioration d'une certaine manière, parce que c'est une situation aujourd'hui où nous ne sommes plus dans un monde bipolaire. Nous progressons vers un monde multipolaire et de plus en plus de centres de pouvoir vont apparaître dans le monde. Cela n'est pas encore arrivé à son stade final, cela continue encore, et des changements très dramatiques sont en perspective naturellement. Alors, le multi-alignement signifiera qu'un très grand panier de partenariats va se développer là-bas. Et ce n'est pas quelque chose, c'est très différent du non-aligné. Permettez-moi de le dire ainsi. C'est simple, ce n'est pas non-aligné. Le monde a changé, l'Inde a changé, et le mouvement des non-alignés a perdu sa pertinence. Et quelque chose de nouveau devait être trouvé, vous savez. Oui, je suis d'accord. Je le vois maintenant. Au début, il y a 3 ans, je pensais que le mouvement des non-alignés serait à nouveau renforcé. Mais en réalité, c'est le BRICS. C'est l'idée des BRICS et la version non conflictuelle du MNA qui se renforce maintenant. Vous savez, même si l'on prend les BRICS font également face à un danger parce que le point est, les BRICS ont accepté qu'ils ne seront pas anti-occidentaux. C'est la position officielle des BRICS. Mais si vous regardez par exemple les discours de certains dirigeants là-bas, il y a de très fortes doses d'anti-occidentalisme dans leurs discours sur la plateforme des BRICS, vous savez. Donc il y a toujours un danger que ce genre de choses se produisent. Et si cela se produit, je pense franchement, dans ce cas, les BRICS perdront leur pertinence et perdront leur influence et leur attrait pour de nombreux pays. Et l'Inde se sentira certainement mal à l'aise avec cela. Donc, je pense que nous n'irons pas dans ce genre de pronostic sombre, parce que ce n'est pas nécessaire. Une grande partie de ce qui se passe aujourd'hui est dans le feu de l'action.
is in the heat of the moment, this proxy war that is being fought there. Vous savez, cette guerre par procuration qui se déroule là-bas. Et si un règlement a lieu, la Russie est en réalité une puissance européenne. Et si, vous savez, elle revient et prend place dans une maison européenne commune, alors tout change. Je ne veux pas dire que la Russie renoncera à toute cette démocratisation de l'ancien ordre, etc. Une fois échaudée, 2 fois prudente, la Russie poursuivra certainement cette voie. Mais ce genre de nécessité n'est plus là pour proposer des idées visant à nuire à la domination du dollar, etc. Vous savez, si les sanctions sont levées, par exemple, ce qu'on ne peut pas entièrement écarter, si les sanctions sont levées contre la Russie et qu'elle peut commercer en dollars, où en sommes-nous? Alors elle se trouve là où se trouve l'Inde. Et la Russie est une économie florissante, avec ses énormes réserves, vous savez. Donc, tout le monde a y gagné, n'est-ce pas? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Malheureusement, nous avons atteint la marque d'une heure et je voudrais vous remercier beaucoup, ambassadeur Badrakumar. Je veux dire, c'était très instructif. Les personnes qui souhaitent suivre votre analyse devraient aller sur votre blog, n'est-ce pas? Oui, mon blog est généralement, vous savez, je mets tout ce qui est correct, à moins que j'oublie quelque chose, dans le blog. Et j'ai un site web, vous savez. Donc ce site web regroupe tous mes écrits. Oui, et d'ailleurs, si l'un d'entre vous utilise un lecteur RSS, vous pouvez simplement y entrer et vous recevrez automatiquement les nouveaux articles de M. Badrakumar. Oh, vraiment. Je ne suis pas doué en technologie. Je ne suis pas doué en technologie. Cela s'appelle un lecteur RSS. La plupart d'entre eux sont gratuits. Vous ajoutez la page d'accueil et les nouveaux articles apparaîtront dans un fil d'actualité. Je viens d'écrire sur mon blog et de le mettre sur mon site web. Je le publie sur Facebook et Twitter. C'est tout ce que je fais. Tout le monde, veuillez chercher l'ambassadeur Badrakumar en ligne. Ambassadeur, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Et je vous souhaite beaucoup de succès avec votre podcast. C'est un environnement très compétitif, mais vous vous en sortez très bien. Je suis heureux de savoir que vous vous en sortez très bien, car vos points de vue sont très attrayants en ce qui me concerne. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Tous mes vœux. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.